à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart, mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur, donc de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à un mécanisme assez particulier quand il s'agit d'acheter ou de vendre un bien. On regardera comment l'acheter ou le vendre aux enchères. Nous en parlerons avec Maxime Larentec, le fondateur de WinUp. Et ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous nous pencherons sur la fiducie, un instrument juridique méconnu en France car récente. Elle a été introduite, la notion a été introduite dans le droit français en 2007. La fiducie permet de gérer et d'administrer ses biens, un outil qui peut être tout indiqué dans la gestion de son patrimoine, si l'on sait s'en servir évidemment. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir en plateau Didier Poulmer, avocat au barreau de Paris, mais aussi Florence Estieni, avocate au barreau de Paris, tous deux auteurs du livre La fiducie pour les nuls. Nous tenterons de comprendre ensemble dans un instant le fonctionnement de cet outil juridique. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser à un mécanisme assez particulier, l'achat ou la vente de son bien aux enchères. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Larentec, le fondateur de WinUp. Bonjour Maxime Larentec. Bonjour Nicolas. Alors déjà, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Pour commencer, on va un petit peu redéfinir. Donc, quand je dis acheter son bien aux enchères, on ne va pas parler des mécanismes existants, ça existe déjà aujourd'hui, d'aller voir un notaire ou un commissaire-priseur pour mettre son bien en vente ou pour acheter un bien qui aurait été mis en vente pour des raisons diverses via des structures de vente aux enchères. Là, on parle de vente aux enchères en ligne pour le coup. C'est la promesse de WinUp. WinUp qui a été fondée en mars 2021, une entreprise que vous avez fondée, alors la même que vous étiez agent immobilier. Exactement. Auparavant. Quand on veut se lancer, une fois qu'on connaît le métier et qu'on se dit tiens, j'ai envie de créer une société là-dedans, pourquoi est-ce qu'on va vers la vente aux enchères de biens immobiliers, Maxime Larentec? Alors, en fait, je suis parti vraiment d'un constat déjà pour commencer. Aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier, le marché est assez compliqué. Alors, on va se dire, le marché est porteur, on vend facilement des biens, mais la rentrée de mandat est très compliquée, puisqu'on est beaucoup d'acteurs sur ce marché. On se retrouve du coup facilement en concurrence avec d'autres agences. C'est un petit peu la course à l'échalote, je dirais, pour les estimations. Celui qui fera la plus grosse estimation pour essayer de capter le vendeur. Ah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est celui qui va mettre le prix le plus élevé sur le bien, qui va récupérer l'appartement pour mettre en vente. Alors là même qu'il n'est pas sûr ensuite de le vendre à ce prix-là. On est exactement d'accord. D'accord. Donc parti de ce premier constat, si vous voulez, je me suis intéressé au sujet de la vente aux enchères. Préparé déjà par les notaires il y a quelques temps, j'ai creusé un petit peu le sujet et je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi le faire en tant qu'agent immobilier. D'accord. Sur de l'enchère en fait volontaire. D'accord. Vraiment pas sur l'adjudication, c'est vraiment une volonté du vendeur de vendre son bien sous forme d'enchère pour en avoir la meilleure proposition. La différence entre enchère volontaire et adjudication, c'est que... C'est-à-dire que là, pour le coup, le vendeur est libre de mettre son bien en vente sous cette forme d'enchère et que s'il n'a pas atteint son prix de réserve... D'accord, oui, d'accord. Voilà. S'il n'a pas atteint son prix de réserve, il n'est pas obligé de vendre. À la différence d'une adjudication où, globalement, vous allez devoir vendre, parce que souvent, il y a des problématiques financières derrière. Donc, ça permet quoi niveau vendeur? Ça permet en fait de ne pas avoir à définir un prix de vente à l'avance et de voir en fait, c'est le marché qui va faire le prix de l'appartement? En fait, aujourd'hui, le marché, pour n'importe quoi, je dirais, on confronte n'importe quel produit sur un marché, il y a une offre, il y a une demande. Eh bien, l'immobilier, c'est pareil. Vous mettez votre bien en vente sur ce marché et on va capter des acquéreurs qui vont s'intéresser à ce bien et on va les laisser surenchérir pour avoir la meilleure proposition pour ce bien. On va laisser parler le marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup à mettre des biens très hauts en prix de vente et ensuite de faire de la négociation. Oui, c'est le fonctionnement traditionnel. C'est le fonctionnement traditionnel. Et d'ailleurs, si on se renseigne un peu, on voit qu'il y a d'usage de toujours négocier son bien. Il y a des pourcentages plus ou moins acceptés par les vendeurs. Et donc, c'est vrai qu'on part du prix le plus haut et ensuite, on voit de combien on descend. Et si jamais, en fait, on n'a pas de visibilité sur de combien est descendu celui d'à côté ou combien est remonté celui d'à côté. Exactement. Et c'est la transparence qui peut être un petit peu compliquée aujourd'hui dans cet acte d'achat où vous avez un prix élevé. Les acheteurs vont se positionner en
en négociant. L'agent immobilier est l'interlocuteur au milieu de tout ça qui va gérer cette opération. Il reçoit les appels, mais alors l'autre offre, elle est à combien? C'est ça, voilà, il va gérer un petit peu tout ça. Et bien là, nous, on veut vraiment mettre de la transparence dans l'acte d'achat et puis laisser du temps aussi aux acheteurs pour acheter. Aujourd'hui, une problématique quand on est acheteur, c'est cette rapidité de marché où globalement, il faut être le premier à se positionner si on veut pas que ça nous passe sous le nez. Ça peut être très tendu et très compliqué d'acheter aujourd'hui. D'accord. Puisqu'on voit des biens qui partent en 24 heures. Donc aujourd'hui, la solution de l'enchère, ça va vraiment être de laisser du temps aux acheteurs de venir visiter le bien. De se positionner sur le bien lors de la salle d'enchère en fait, le jour J. Et alors concrètement, effectivement, comment ça se passe? Parce que ça veut dire que donc c'est mis aux enchères, donc il y a une durée en fait d'enchère qui est incompressible. Exactement. On n'est pas comme dans un mécanisme traditionnel où à partir du moment où on fait une offre au prix, ça peut s'arrêter en 24 ou 48 heures. Là, et c'est de combien de temps cette durée-là? Alors la durée moyenne, c'est 15 jours, 3 semaines. D'accord. Pour les visites. Après, ça va dépendre du secteur. Sur des marchés très tendus, on va plutôt aller sur 15 jours. Sur des biens avec travaux, plutôt 3 semaines pour laisser du temps aux acheteurs. Là, vraiment, l'idée, c'est donc de mettre le bien en vente sous cette forme d'enchère, de laisser du temps aux acheteurs pour qu'ils puissent venir visiter le bien et prendre le temps de réfléchir. D'accord. Ce qui va éviter de la rétractation aussi derrière, puisqu'aujourd'hui, on le voit beaucoup, des clients qui achètent un bien en 24 heures, beaucoup se rétractent aussi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de laisser le temps aux acheteurs, de réfléchir, de s'inscrire sur la salle d'enchère après avoir pris en compte toutes les informations du bien. Diagnostic, plan. Bien sûr, oui, il faut avoir toutes les cartes en main, bien sûr. Les cartes en main pour se positionner. Et puis, donc, l'agent immobilier va les inscrire, va leur générer un code d'accès pour se connecter sur notre plateforme. Et ils vont pouvoir du coup enchérir sur le bien. Et ça veut dire que quand on dit enchérir, ça veut dire qu'on sait quelle est la dernière enchère qui a été faite? Alors c'est ça, en fait on connaît un prix de départ, on va démarrer avec un prix de départ qui va être un prix attractif, qui va permettre de capter des acquéreurs. Qui est forcément en dessous du prix du marché. En dessous du prix du marché. Et par rapport au prix de réserve du vendeur, on le connaît le prix de réserve du vendeur? Non, on ne le connaît pas. Ça c'est la petite surprise que personne ne connaît. Le prix de réserve c'est la garantie du vendeur et ça reste confidentiel avec l'agent immobilier. Les acquéreurs donc viennent se positionner sur la salle d'enchères, vont faire leurs propositions et le vrai intérêt c'est de voir en direct les offres des autres participants. Bien sûr. Ouais. Et c'est ça qui met un peu de transparence dans tout cet acte d'achat, c'est de voir qui se positionne à combien. Et donc si j'y vais, c'est globalement que je suis prêt à mettre ce prix-là et surtout je n'aurai pas de regrets. C'est aussi ça l'intérêt. Quand on enchérit, on est engagé au même titre quand on fait une offre aujourd'hui dans un système traditionnel? Alors voilà, aujourd'hui c'est une offre d'achat, donc avec les mêmes engagements qu'une offre traditionnelle, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas passé votre compromis de vente et les délais de rétractation, vous n'êtes pas engagé. D'accord. À la différence, là, pour le coup, d'une adjudication où vous devez être... vous êtes propriétaire du bien à la fin de l'adjudication. D'accord, voilà. Ok, je comprends. Donc nous, on a un peu plus de souplesse à ce niveau-là. C'est ce qui nous permet juridiquement de pouvoir le faire, d'ailleurs. Et globalement, ça fonctionne plutôt très bien. Et alors, parce que donc, du coup, on imagine que quand on veut un bien, ça veut dire qu'en fait, on peut voir le prix monter mécaniquement et donc, du coup, décider de se positionner ou non. Ça veut dire que côté acheteur, il faut garder la tête froide, entre guillemets, ou se dire, bon, ok, là, mon prix max, il est là. Et après, effectivement, on voit si on veut continuer à monter ou non en fonction des autres acheteurs. Alors, c'est ça. Une enchère, c'est vrai que c'est assez particulier puisqu'on se rend compte... Il y a un côté émotionnel un peu. Il y a un côté émotionnel. Je dirais c'est l'émulation de l'enchère. En fonction des autres acquéreurs que vous allez avoir sur la salle d'enchère, une enchère va se passer de façon différentes. D'accord. J'ai vu des enchères avec 2 participants qui ont explosé. D'accord. Des enchères avec 10 participants. Parce qu'ils se battaient tous les deux. Ils voulaient le bien. Il y avait 2 coups de cœur. Ouais, deux bons acheteurs, des fois, ça peut très bien fonctionner. Des enchères avec 10 participants qui ont été beaucoup plus calmes, on va dire. D'accord. Ça dépend du bien, ça dépend des acteurs que vous avez sur l'enchère. Voilà, ça va vraiment dépendre des acteurs. Et alors, quels sont les retours que vous avez un petit peu? Parce que c'est vrai que c'est assez nouveau dans la manière d'aborder le marché immobilier, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur. Alors, côté acheteur, je comprends bien que, en fait, le gros avantage, si je comprends bien, c'est que d'un côté, on a le temps et de l'autre, on sait exactement ce qui se passe sur le bien vis-à-vis des autres. Donc, on n'a pas cette angoisse de dire si je ne me positionne pas demain, voire aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui va me passer devant ou autre. Côté vendeur, donc du coup... Est-ce qu'il n'y a pas cette angoisse de se dire peut-être que si j'avais mis le prix plus élevé, il serait parti plus haut ou Ça, pour le coup, on ne le saura jamais. Aujourd'hui, je pense que quand on met un bien en vente sur un marché, on sait très bien que les premières visites sont les plus importantes. C'est là où vous captez les acquéreurs les plus intéressants, ceux qui sont sur le marché depuis un petit bout de temps et qui sont vraiment acheteurs. C'est ça, qui sont prêts au moment où vous mettez votre bien en vente. Voilà, on le voit pour n'importe quelle vente de façon classique. Vous avez une courbe des visites qui démarre comme ça et puis qui se finit juste après dans le temps. Vraiment, là, l'idée, ça va vraiment être de capter tous ces acquéreurs. Et puis, de toute façon, votre bien, il y a un prix de marché. Et le prix de marché, comme je le disais souvent à mes clients quand j'étais agent immobilier, c'est
pas vous, monsieur le vendeur, qui le décidez, c'est pas moi non plus. C'est l'acheteur. C'est les acquéreurs. Ouais. Voilà. Et donc, en confrontant cette offre à la demande, vous aurez peut-être une offre même supérieure à ce que vous auriez pu espérer. C'est vraiment la. Et donc là, en fait, aujourd'hui, ça existe depuis mars 2021, Oui. pile au moment où on entend un certain nombre de professionnels de l'immobilier nous dire on commence à voir ce marché immobilier qui bouge un peu. Par exemple, Paris stagne un petit peu en termes de prix, là où on voit des grandes villes de province, au contraire, exploser en termes de prix. Est-ce que ça veut dire qu'une solution comme celle-là fonctionne surtout dans les marchés tendus, les marchés d'acheteurs finalement, ou enfin les marchés de vendeurs, mais parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs et donc, Alors, elle fonctionnera pour moi dans les deux marchés, je dirais. Aujourd'hui, on fait de l'enchère progressive, ce qu'on a évoqué jusque-là, mais on a aussi un système d'enchère dégressive. Pour ce marché qui se retournera, s'il se retourne un jour, je ne sais pas, on aura le système où vous partez d'un prix haut et ce prix va venir diminuer automatiquement jusqu'à temps qu'un client se dise stop, j'achète, je suis prêt à acheter. D'accord. Ah oui, voilà. Donc là, en fait, ça veut dire qu'on fait baisser le prix. Exactement. Tant qu'il n'y a pas d'offre. C'est ça. Et le jour où il y a une offre. Le premier qui se positionne arrête l'enchère. D'accord. Voilà. Okay. Donc ce sera cette deuxième solution qui, pour moi, est dans un marché un peu inverse. D'accord. Mais on aura cette solution à ce moment-là. Et ça, vous le faites déjà aujourd'hui, non? On le propose. Vous le proposez aujourd'hui. Mais bon, alors, vu l'état du marché immobilier actuel, vous ne devez pas beaucoup l'utiliser aujourd'hui. Pas du tout, mais on le propose à nos agences. Quel conseil vous pourriez donner aux gens qui veulent acheter via ce mécanisme-là, en termes de, je sais pas moi, de conseils psychologiques quand il faut faire une enchère ou quand on visite le bien? Peut-être que du coup on a l'occasion de le visiter 2-3 fois, donc tant qu'à faire, ne pas hésiter. Bien sûr. Est-ce qu'on peut retirer son enchère en cours de... Alors, puisque vous n'êtes pas engagé, voilà, vous pouvez toujours vous rétracter. C'est pas le but du jeu, évidemment. Vraiment, l'intérêt quand on est acheteur, déjà, c'est de ne pas avoir peur avec ce mot enchère. Bien sûr. Qui peut des fois faire peur parce que enchère, ça peut vouloir dire adjudication, ça peut vouloir dire problème financier. On fait un parallèle avec engagement. On se dit, on est engagé sur ce Et là, vraiment, il faut vraiment prendre du recul avec tout ça. C'est une enchère volontaire, vous n'êtes pas engagé à la sortie. Donc, prenez du recul. Et puis, quand vous êtes acquéreur, dans tous les cas, vous fixez un budget. Vous voyez ce prix, ce bien qui va augmenter. Pour garder votre budget en tête, c'est important, pour pas s'envoler avec les enchères. Malgré tout, j'ai envie de dire, le principe d'acheter aux enchères est rassurant pour un acheteur, puisque de savoir qu'on est plusieurs sur ce bien-là, ça peut être rassurant. Et alors, une dernière question, il nous reste quelques secondes. Aujourd'hui, dans le marché traditionnel, ce qu'on voit, c'est qu'on reçoit des offres. Donc, il y a une sorte un petit peu de mise aux enchères, puisque de mise en concurrence. Et ensuite, le propriétaire vendeur fait un choix sur dossier. Et va décider, quand il en a la possibilité, s'il a des offres équivalentes, va décider, tiens, ce financement me paraît mieux, ou parfois c'est d'autres critères. Là, pour le coup, comment ça fonctionne dans une vente aux enchères? C'est le même principe, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez à une enchère, on vous demande des informations concernant votre financement. D'accord. Ce qui va permettre du coup au vendeur, à la sortie de l'enchère, de choisir la proposition qu'il souhaite conserver en fonction du financement et du prix. D'accord. Et donc, il peut y avoir plusieurs enchères au même prix pour le coup? Alors, on n'aura jamais plusieurs enchères au même prix, puisqu'il y aura toujours un palier d'écart en fait entre les enchères. Par contre, vous pouvez avoir des enchères avec 5 000 € d'écart, et c'est vraiment le vendeur qui va choisir l'offre qui l'intéresse. Voilà. Merci beaucoup, Maxime Larentec, d'être venu nous expliquer comment on permettait de vendre un bien immobilier aux enchères avec des outils digitaux dont on a peu parlé. On est resté sur le mécanisme, mais c'était important, je pense, de redéfinir un petit peu. Je rappelle que vous êtes le fondateur de WinUp. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous pencher sur la fiducie, un outil, un instrument juridique méconnu en France. Alors la même que vous le verrez dans quelques instants, il existe sous des formes peut-être diverses depuis le Moyen-Âge, mais qui a été introduit sous sa forme actuelle comme notion dans le droit français en 2007. La fiducie, un outil qui peut être utilisé dans le cas de la gestion de votre patrimoine. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir de vous recevoir en plateau Didier Poulmer, avocat fiduciaire au barreau de Paris. Bonjour Didier Poulmer. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, mais aussi Florence Estieni, avocate au barreau de Paris. Bonjour Florence Estieni. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes tous les deux auteurs du livre La fiducie pour les nuls qui s'affiche à l'écran. Il y a dedans un certain nombre de clés pour comprendre ce que c'est que la fiducie, mais aussi finalement l'utilisation de cet instrument juridique, que ce soit pour la gestion d'actifs, la gestion de son patrimoine, parfois aussi la transmission ou la donation d'un certain nombre d'actifs, et également un sujet pour les entreprises. Je vois que vous voulez déjà réagir. Je pense qu'il y a peut-être une petite erreur dans mon introduction. On va commencer peut-être par définir ce que c'est que la fiducie. Et Florence Estieni, je
disais en introduction que ça existait depuis le Moyen-Âge. Bon, je ne l'ai pas inventé, vous me l'avez dit juste avant l'émission. La fiducia ça existe depuis quand? La fiducia. La fiducia, oui, d'accord. La fiducia qui est un reste, si vous voulez, du droit romain. D'accord. Donc la fiducie existait au temps du Moyen-Âge, surtout pour les chevaliers qui partaient en Terre Sainte et qui décidaient de confier donc leur patrimoine et le soin de leur famille à un homme de confiance. D'accord. Il y a vraiment cette idée de confiance dans la fiducie. C'est vraiment ce sujet. Fiducia en latin, ça veut dire confiance. D'accord. Donc, oui. Donc il y a cette idée de trouver un intermédiaire de confiance. Et au Moyen Âge, en fait, ce qu'on voyait, c'est que le chevalier qui avait des terres, qui avait des biens, en fait, faisait appel à un intermédiaire de confiance pour la gestion de ses actifs, de sa vie, le temps de son absence. Oui, tout à fait. Donc ça c'est la notion, j'ai envie de dire, de base. C'est ce qu'on peut retrouver de plus proche dans l'histoire, de plus proche de la fiducie actuelle. Exactement. Et alors, cette fiducie actuelle, on va peut-être pouvoir la définir, peut-être avec vous, Didier Poulmer, avocat fiduciaire au barreau de Paris. Qu'est-ce que c'est que la fiducie, si possible, si c'est possible avec les notions juridiques, en mots simples pour les gens qui nous écoutent? Alors, c'est effectivement une loi de 2007, aujourd'hui codifiée à l'article 2011 et suivant du Code civil. C'est assez simple, c'est une opération qui permet à toute personne, qu'elle soit physique ou morale, donc entreprise ou particulier, de transférer des actifs, donc, ou des droits ou des biens, à un fiduciaire ou à plusieurs fiduciaires en vue de leur permettre d'exercer une mission fiduciaire. D'accord. Donc on transfère quelque chose, mais pour lui permettre au fiduciaire d'exécuter une mission. D'accord. C'est un transfert de propriété qui est affecté à une mission. Donc on revient finalement à ce tiers de confiance ou à cet homme de confiance, en l'occurrence au Moyen-Âge, à qui on transfère sa maison et ses biens en disant tu les administres en mon absence. Donc là, c'est un exemple qui pourrait fonctionner encore aujourd'hui avec la définition actuelle de la fiducie. Tout à fait, hein, c'est l'idée. Alors, c'est une technique très simple, puisque ce n'est qu'un contrat. Donc, il suffit pour donc mettre en place une fiducie, créer une fiducie, de signer un contrat avec un fiduciaire. Et la personne qui est donc titulaire de ses droits ou de ses biens les remet, les transfère en propriété, mais le temps du contrat de fiducie. D'accord, donc il y a forcément une durée déterminée dans la fiducie. Tout à fait. Mais alors, le législateur est allé assez loin, puisqu'on peut le faire quasiment pour 1 heure jusqu'à 99 ans. D'accord, c'est un transfert qui peut être de longue durée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un contrat de fiducie pendant 1 heure? Il y a des exemples concrets. J'en ai pas trop vu, mais comme il n'y a pas de durée minimale, on peut le faire, exactement. Alors, Florence Estieni, donc, OK, on peut transmettre à un tiers de confiance, effectivement, sur une durée déterminée, via un contrat, un certain nombre d'actifs. À quoi est-ce que ça peut nous servir quand on est entrepreneur ou à la tête d'un patrimoine et qu'on a cet outil à disposition? Comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Alors, c'est un peu difficile de répondre à votre question parce qu'il n'y a pas une utilité de la fiducie. Il y en a des dizaines, des centaines, et même, je dirais que c'est à la libre appréciation de l'imagination du juriste. D'accord. Et des situations qui nous sont proposées. Et d'ailleurs, nous invitons toute personne qui pense que la fiducie peut les intéresser à venir nous soumettre leur idée de fiducie et on leur dira la faisabilité ou pas du projet. D'accord, c'est quelque chose qui est en construction, quoi. Mais si vous voulez des exemples concrets, ça peut être une fiducie sûreté pour financer, refinancer. Alors déjà, effectivement, il y a 2 types. Il y a la fiducie gestion et la fiducie sûreté. Alors déjà, on peut peut-être redéfinir les deux pour expliquer dans quel cadre se trouve l'un ou l'autre, pour comprendre un petit peu comment on évolue dans cette fiducie. Alors, la fiducie gestion, c'est une fiducie qui sert justement à administrer un patrimoine, sécuriser un patrimoine. D'accord. La fiducie sûreté, c'est une fiducie qui est adossée à un prêt ou à un financement et qui permet donc à un créancier d'avoir de meilleures garanties qu'avec les autres sûretés réelles traditionnelles, type hypothèque, gage, etc. Parce que, alors dans le cas de la fiducie sûreté, ça veut dire qu'on va signer un contrat et on va apporter des garanties via ce contrat, c'est ça? Ou comment est-ce qu'on va avoir des meilleures garanties que via une hypothèque? Alors vous avez 2 types de fiducie sûreté. Vous avez la fiducie avec entiercement et la fiducie sans entiercement. D'accord. Ça veut dire que dans un cas, vous avez le fiduciaire qui est le prêteur et dans un autre cas, vous avez un fiduciaire qui n'est pas le prêteur. Alors le fiduciaire, oui, d'accord. Ouais. Et dans la fiducie sûreté, vous avez un organisme de crédit ou une personne privée qui va vous financer une opération. Pour qu'elle vous finance votre opération, vous allez transmettre un actif. D'accord. Cet actif, il sera géré par le fiduciaire. D'accord. Et si le prêt est remboursé, il n'y a pas de souci. Le constituant récupère son bien à la fin de la fiducie. D'accord. Si en revanche, et c'est là où ça peut être intéressant de faire appel à un fiduciaire, il y a un accident de paiement, un incident de paiement, dans ce cas-là, eh bien, le fiduciaire va décider ou non de voir si les conditions de la réalisation sont présentes, de façon à ce que le bien soit vendu, que le créancier soit désintéressé,
S'il reste un reliquat, ça va au constituant. D'accord. L'idée, c'est que... Constituant, c'est celui qui a effectué le prêt, c'est celui à qui on a prêté de l'argent, Voilà. pour le coup. Oui. Et la fiducie sûreté est intéressante, et surtout post-Covid, parce qu'on sait que beaucoup d'entreprises vont être en besoin de refinancement. D'accord. Et la fiducie sûreté offre les meilleures garanties pour le créancier et à la fois un produit, enfin un outil juridique moins onéreux, par exemple, que l'hypothèque. Alors, je caricature volontairement pour qu'on soit sûr de comprendre le mécanisme, mais ça veut dire que je vais mettre, mettons, ma maison en gage pour emprunter de l'argent. Alors, j'utilise le mot gage volontairement. C'est pas le bon. Parce que justement, vous allez peut-être m'expliquer en quoi c'est différent de ce mécanisme. En fait, je la mets en gage de ma bonne foi vis-à-vis de ma capacité à rembourser un prêt via un contrat de fiducie. Et si jamais tout se passe bien, je récupère donc ma maison. Si jamais ça se passe mal, là, c'est à l'appréciation du fiduciaire de décider si on vend effectivement la maison pour rembourser ou si on trouve d'autres mécanismes pour trouver une solution. Je veux que vous vouliez réagir, Didier Poulvert. Le mot gage vous a pas plu. Non, c'est pas le gage, effectivement, c'est un transfert en fiducie, donc c'est différent du gage. Non, là où il n'y a pas d'appréciation, c'est que le contrat de fiducie fixe les règles du jeu. C'est-à-dire c'est le contrat de fiducie qui va indiquer, en cas de défaillance de l'emprunteur, les conditions dans lesquelles, éventuellement, le bien peut être... toutes les règles du jeu sont fixées dans le contrat de fiducie. Comme une sorte d'arbitrage, finalement. Tout à fait. Mais on saura à quel prix ça peut être vendu. C'est ce qui fait la force de la fiducie, c'est qu'on peut donc envisager dans le contrat les différents scénarios, les différentes hypothèses, et donc il n'y a pas d'aléa. Donc c'est un outil extrêmement simple, mais très sécurisé. Mais alors, en quoi, pour bien comprendre, en quoi c'est mieux ou en tout cas différent d'une hypothèque ou d'un gage? C'est parce que on peut vraiment tout définir au moment du contrat, donc c'est plus libre dans l'appréciation, dans la rédaction du contrat? Alors on fait du sur-mesure, ça c'est évident. Et alors la grande différence, notamment par rapport à l'hypothèque, c'est que pour mettre en jeu une hypothèque, vous allez devoir recourir au juge. Là, en fiducie, ça se passe sans la justice. D'accord. C'est vraiment parce que c'est contractualisé. Et pour vous donner des exemples concrets, parce qu'il faut pour enseigner les téléspectateurs dire comment ça marche, une entreprise qui aujourd'hui a besoin de liquidité et qui trouve par exemple quelques difficultés à aller sur le marché financier ou autre, peut tout à fait, si elle est propriétaire de son siège social, transférer son siège en fiducie et obtenir un financement en contrepartie du transfert en fiducie de son siège social. Donc des murs, du bâti, c'est ça? Du bâti, elle peut le faire aussi on peut le faire avec un fonds de commerce, on peut le faire avec des stocks, on peut le faire avec des machines-outils. Donc le champ du possible, comme le disait tout à l'heure Florence, est très large. D'accord. Il faut savoir que tous les actifs, que ce soit des actifs matériels, donc stock, siège social ou autre, ou même immatériels, des droits, dès lors qu'on peut les valoriser. Bien sûr, des brevets, tout à fait, très bon exemple, peuvent être mis en fiducie, et c'est le plus haut niveau de sûreté, de garantie que l'on puisse offrir à un prêteur. D'accord. Donc on appelle, nous, la fiducie, c'est la reine des sûretés. Donc les prêteurs, surtout dans le contexte actuel, comme le disait Florence, sont très sensibles à ce plus haut niveau de garantie. Alors justement, j'allais poser la question, parce que Florence, vous avez donné l'exemple, effectivement, post-Covid, alors notamment, il y a un certain nombre de prêts à rembourser, des PGE ou autres. Est-ce que si demain, je suis un entrepreneur, je suis à la tête d'une PME ou d'une ETI, je vais voir mon organisme bancaire, ma banque, et je vais lui dire, écoutez, moi j'ai besoin de vous emprunter encore de l'argent, mais cette fois-ci on va passer par un contrat en fiducie. Est-ce que les organismes prêteurs sont conscients de ce mécanisme et du coup entendent ce mécanisme alternatif par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire pour le coup? C'est sûr que d'où l'idée de cet ouvrage. D'où l'idée pédagogique, ouais, c'est ça. D'où l'idée de cet ouvrage, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs économiques, financiers, qui connaissent cette pratique, mais elle est encore très marginale aujourd'hui. D'accord. Mais c'est sûr que un entrepreneur qui se dit, voilà, je dois rembourser mon PGE, j'ai d'autres dettes, est-ce que je ne peux pas restructurer et refinancer par fiducie sûreté? La réponse, c'est oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, mécaniquement, c'est possible, juridiquement, c'est possible. Voilà. Après, commercialement, c'est à voir à l'appréciation de... Un avocat fiduciaire ou un avocat qui est spécialisé dans la fiducie ou éventuellement ces organismes bancaires financiers. Mais généralement, ça n'intéresse pas les organismes bancaires et financiers, que ce soit l'entrepreneur directement. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe encore par les avocats. Parce que l'avocat fiduciaire serait le fiduciaire du contrat, et c'est
celui qui pourrait arbitrer, entre guillemets, dans le fait. cas En où fait, il y aurait un litige. C'est un contrat tripartite. Exactement, c'est un contrat tripartite entre le prêteur, l'emprunteur et le fiduciaire. Le fiduciaire n'arbitre pas, encore une fois, il exécute ce qui est marqué dans le contrat. Indiqué dans le contrat. En revanche, c'est vrai qu'il est un opérateur indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'avocat ni du prêteur ni de l'emprunteur, et il intervient comme garant de la bonne exécution du contrat de fiducie. Mais c'est un outil qui à notre sens, va se développer. Vous avez des grands acteurs financiers qui le font déjà. La Caisse des dépôts et consignations est aussi fiduciaire. Donc vous avez, je pense, dans les mois et années qui viennent, surtout dans le contexte un peu de redéploiement de l'économie dont on parle beaucoup, la fiducie va jouer nécessairement un rôle. Vous avez peut-être vu comme moi que dans le dossier Pierre et Vacances, il y aurait sans doute une fiducie. D'accord. Donc on voit que c'est un outil d'une très grande modernité. Et donc là, vous avez mentionné la Caisse des dépôts et de consignation qui pourrait prendre le rôle de fiduciaire pour le coup, de tiers partie dans des contrats. D'accord. La caisse est déjà. Il y a une autre fiducie qui existe, et alors il nous reste un petit peu de temps pour la traiter, c'est la fiducie gestion, Didier Poulmer. Alors là, cette fois-ci, c'est pour gérer en fait ses biens, tout simplement. On peut utiliser des contrats de fiducie. Alors là, en fait, concrètement, comment est-ce que la fiducie va nous servir pour gérer nos biens ? Donc nous ne sommes pas, des gestionnaires de patrimoine au sens où on l'entend, les CGP, etc. C'est une activité qui est réglementée. On intervient, nous, comme fiduciaires, dans des situations où on va demander à l'avocat fiduciaire d'exécuter une mission parce que soi-même, on ne sait pas, on ne peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences. On a des exemples, nous, ils sont publics, donc je peux les citer, de situations d'investissement dans lesquelles il y a eu une très grande collecte d'argent auprès du public. L'entreprise va mal, elle peut être mise en procédure collective. On a été amené, nous, en tant que fiduciaire, à intervenir, donc à regrouper les actifs qui ont été transférés en fiducie pour permettre aux actionnaires d'exercer notamment leur droit de vote. D'accord. Donc vous avez deux grands dossiers de la place qui sont connus. Le dossier Maranatha, qui était le groupe hôtelier qui a été au final en procédure collective, où on a regroupé en fiducie les actionnaires. Et on l'a fait plus récemment dans un dossier Bio C'est Bon, où là aussi, le groupe Bio C'est Bon s'était constitué avec beaucoup d'investisseurs particuliers. Bien sûr, on a regroupé en fiducie les actifs, donc il y avait à la fois des titres et des créances, et on représente en fait ces investisseurs dans le cadre de fiducie. Et donc ces gens-là... Donc ces investisseurs qui, pour le coup, dans le cadre de Bio C'est Bon, s'estiment lésés, donc après il y a une procédure en cours, donc on ne va pas rentrer là-dessus, mais donc en fait tous ces investisseurs sont regroupés au sein d'une même fiducie. Alors, ils ne le sont pas tous parce qu'il y en a beaucoup, majorité, mais en tout cas, on a essayé de regrouper le maximum de gens parce que autant individuellement, ils ne sont pas grand-chose dans ces procédures-là, on ne peut pas vraiment les recevoir, etc. On a pu, nous, en tant que fiduciaire, être désignés comme contrôleurs de la procédure. Et puis comme il n'y a pas de class action en France... Alors il y en a, elles sont assez compliquées, mais voilà une illustration simple de la manière dont ça peut être utile, c'est quand on ne peut pas agir, le fiduciaire peut agir pour vous. Et alors pour finir, il reste quelques secondes, Florence Estieni, la fiducie est souvent comparée à un trust. Est-ce que, donc trust c'est dans le droit anglo-saxon, est-ce que c'est la même chose ? Je dirais que la France utilise souvent les instruments juridiques qui proviennent d'ailleurs de façon particulière. C'est-à-dire qu'en fait... À la française. À la française. C'est un fiducie à la française. Mais on pourrait dire la même chose du trust land québécois qui sert à protéger, par exemple, les forêts, les grands espaces verts, etc. Donc, je dirais que il y a des utilités qui peuvent qu'on peut aller chercher comme exemple dans d'autres pays. Mais la fiducie, aujourd'hui, qui se développe le plus, c'est la fiducie sûreté, un peu à l'exemple de ce qui se passe en Allemagne et en Suisse, parce que c'est vraiment le transfert de propriété qui est recherché. Voilà. Merci beaucoup Didier Poulmer, avocat fiduciaire au barreau de Paris. Merci Florence Estieni, avocate au barreau de Paris. Donc tous deux auteurs de la fiducie pour les nuls, où vous retrouverez beaucoup plus d'informations dans cette émission sur le mécanisme de la fiducie. Et vous pouvez trouver également des informations sur la chaîne YouTube de Florence Estieni. Vous avez une chaîne YouTube sur le sujet où vous détaillez en vidéo également tous ces mécanismes de fiducie. Quant à nous, on se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart.